1995. Aujourd'hui, maire de Meaux et président du premier parti d'opposition français, il nous fait l'honneur de sa présence pour répondre à nos questions. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement Monsieur Jean-François Copé. Pour commencer, vous êtes ici en tant que président de l'UMP, et à ce titre, nous souhaiterions vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 valeurs qui caractérisent votre parti, pour commencer? Les 2 valeurs qui, à mon avis, caractérisent le mieux l'UMP d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. La première de ces valeurs, c'est le courage de tordre le cou aux idées reçues. Ce pays se meurt du politiquement correct, des tabous qu'on n'a pas le droit de lever, des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Pouvoir le dire sans état d'âme, en choisissant bien sûr les mots, mais raconter ce que vivent au quotidien nos compatriotes, à la fois d'indignation, de ras-le-bol, d'exaspération, mais aussi d'espérance, c'est la première marque de fabrique de l'UMP. La deuxième marque de fabrique, c'est que c'est un parti de gouvernement. Et donc, quand on dénonce un problème, on propose une solution. C'est ce qui fait notre différence avec les extrémistes, avec le Front National, avec lequel on ne s'alignera jamais. Jamais. Pour une raison simple. Eux, leur intérêt, c'est que la France aille mal. Nous, notre objectif, c'est que la France aille mieux. Et en réalité, ça veut bien dire que à chaque fois qu'on dénonce un problème, on propose une solution. C'est ça le principe d'un parti de gouvernement. D'accord, très bien. Ensuite, on va aborder des sujets un peu plus polémiques. Donc, après les polémiques donc, qui ont suivi les élections internes de l'UMP, les luttes de pouvoir qui, d'après certains, ont pu entacher votre crédibilité ou celle de votre parti, comprenez-vous que Benoît Apparu déclare, vous avez la citation, que ce qu'il manque à l'UMP principalement, c'est un chef? Oh, moi, je trouve que je suis pas mal, moi, mais... L'intérêt de notre rencontre aussi, et c'est bien que vous posiez toutes ces questions, c'est que moi, je compte pas du tout vous faire un exposé académique, hein, avec une espèce de langue de bois. C'est pas du tout mon objectif. L'intérêt aussi, c'est que je vous raconte les coulisses de ce qu'on vit. Que je vous raconte aussi, de manière peut-être un peu plus directe, le backstage de ce que c'est que le management d'un grand parti politique. Alors, la vérité, c'est que l'UMP de 2014 n'a plus rien à voir avec l'UMP de 2012. 2012, c'est l'année la pire qui soit pour nous, parce que c'est l'année de la défaite électorale. Or, l'UMP, c'est un parti de gouvernement, je vous le disais tout à l'heure. Donc l'UMP, comme tout grand parti de droite et du centre-droit, n'est jamais plus malheureux que quand il est dans l'opposition. Je salue mon ami Jean-Pierre Barbier, qui est député avec moi à l'Assemblée. Quand on est dans la majorité, on gouverne, on fait des réformes. Quand on est dans l'opposition, ça n'est que frustration et soucis par rapport à la politique qu'on combat. Bon. Donc 2012, on est battu et s'ensuit naturellement une période de deuil. Puis est venue l'élection interne. La campagne elle-même, d'ailleurs, elle s'est très bien passée. Moi, j'ai fait, je ne sais plus combien, 140 ou 150 réunions sur le terrain en défendant une ligne politique, qui était celle que j'ai appelée la droite décomplexée. Qu'est-ce que c'est la droite décomplexée? C'est une droite qui refuse absolument toute alliance avec l'extrême droite, jamais d'alliance avec l'extrême droite, jamais, mais en revanche, on ne fait pas d'eau tiède. On dit les choses, être fier d'être de droite, être fier de défendre des idées, être fier d'être les dépositaires d'un héritage politique. Les hommes qui ont fait les grandes décisions dans notre pays depuis 1945, ils étaient plutôt de droite que de gauche. Hein. Le général de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy, c'est des hommes qui ont pris des grandes décisions, qui ont fait des grandes réformes. Et c'est vrai que j'en ai marre qu'en France, ce soit toujours très simple d'être de gauche et toujours très compliqué d'être de droite. Vous êtes de gauche, c'est normal, vous êtes de droite, il faut vous excuser toutes les 10 minutes. Il y a un moment, ça suffit. Et donc, c'est vrai. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous êtes dans la rue, vous baladez, un gars vous dit, vous êtes de quel bord? Bah, de gauche, bon, très bien. Et vous? Bah, je suis de droite. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un problème dans votre enfance? Alors, quand on est étudiant, c'est pire que tout.
Ah bah c'est pire que tout. Être étudiant et dire qu'on est de droite, alors on est, mais immédiatement, on a le droit à tous les mots. Très bien. Après, on va revenir un petit peu sur les rumeurs à propos d'un retour de Nicolas Sarkozy en politique. Est-ce que cela pourrait vous faire de l'ombre Moi, personnellement, oui, de votre image enfin, à mon image, c'est plus possible. Je suis à moins 150% dans les sondages. Ça, c'est réglé. Non, ça, c'est réglé. Mais non, moi, j'ai même plutôt, je progresse maintenant. Oui, moi, oui. Non, c'est bon. Non, en revanche, moi, j'ai toujours dit les choses assez clairement. Moi, je serai à ses côtés s'il revient. Mais en fait, c'est pas le sujet du tout, hein, parce que on est en 2014 aujourd'hui, pas en 2017, et il y a un décalage entre ce qui peut intéresser les journalistes, qui objectivement parlent tout le temps de 2017, et ce que pensent les Français. C'est juste les vrais gens, ceux qui ont besoin de savoir comment ils vont s'en sortir avec la politique qui est menée, où ils sont écrasés d'impôts, où ils voient le chômage tous les jours, où il y a de l'insécurité, enfin, où la maison France n'est pas tenue. C'est beaucoup plus leur problème aujourd'hui. Donc moi, mon objectif en tant que chef de l'opposition, il est avant toute chose de dire aux Français, il y a un autre chemin. Voilà ce qu'on propose, voilà le projet. Viendra ensuite le choix des hommes. Mais déjà, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que vous auriez quand même 2 ou 3 mesures à mettre en œuvre absolument en regardant la politique actuelle du gouvernement? Ah bah bien sûr. Ah bah ça, il y en a même plus que 2 ou 3. Là. On va vous demander. Je vais vous en demander 3 et... Non mais... 3. Parce que là, ce que demandent les Français, c'est que ce pays soit complètement repris en main. Hein. Parce que ça, on n'a jamais vu un... Moi, je dis pas ça uniquement parce que je suis dans l'opposition, mais je n'ai jamais vu, jamais imaginé qu'on puisse diriger la 5e puissance économique du monde avec un tel niveau d'idéologie et d'amateurisme. Hein. D'idéologie, parce que l'idéologie est à tous les étages, c'est-à-dire que avant de prendre une décision, on ne se demande pas si elle est bonne pour la France, on se demande si elle est conforme à la doxa du Parti socialiste, mais modèle 1850. Et deuxièmement, d'amateurisme, parce que comme ils ne sont pas d'accord entre eux, il suffit qu'il y en ait un qui dise une chose pour que dès le lendemain, il soit désavoué par un autre. Et comme il n'y a personne pour arbitrer, puisque c'est une espèce de gigantesque autogestion, vous n'avez plus rien de la Ve République. Quoi. Mais plutôt des réformes à mettre en œuvre. Donc les réformes, pour moi, en réalité, ça correspond exactement à ce que veulent les Français. Les Français veulent 3 choses. Ils n'en veulent pas 36 000, ils en veulent 3. Premièrement, parfait. Ils veulent qu'on remette... Ah non, mais je suis au point. Hein. Demandez 3 choses, je donne 3 choses. Premièrement, ils demandent qu'on remette de la liberté économique dans ce pays. Contrairement à tout ce qu'on raconte, les Français sont beaucoup plus attachés à la liberté économique qu'on ne veut bien le dire à Paris. Qu'est-ce que c'est la liberté économique? D'abord, c'est de pouvoir travailler plus pour gagner plus, donc c'est de supprimer 35 heures. Et je vous garantis que cette fois, à l'UMP, on va l'assumer, parce qu'il n'y a plus un pays au monde qui peut s'en sortir en exigeant que ses salariés travaillent 35 heures. C'est plus possible. Donc on fait sauter les 35 heures et on les remplace par la négociation du temps de travail par entreprise ou par secteur. Donc, liberté économique. On fait sauter les seuils qui bloquent les embauches. On réduit le code du travail, le code des impôts, le code de l'urbanisme. On réduit les dépenses publiques de 10%. On baisse les impôts. Enfin, liberté économique. Deuxième chose qu'ils demandent, qu'on rétablisse l'autorité. Ce pays est complètement à l'envers du point de vue de l'autorité de l'État. Sécurité, justice, immigration, laïcité, c'est des domaines dans lesquels les Français ne demandent absolument pas de l'autoritarisme, ils demandent de l'autorité. Ils demandent qu'on arrête d'être dans l'ambiance d'impunité pour les délinquants. La loi qui est en train de se préparer pour le lendemain des municipales avec Madame Taubira, elle avait 2 choix possibles. Soit c'était de construire plus de places de prison parce qu'on n'en a pas assez, soit c'était de libérer ceux qui doivent faire de la prison parce qu'ils ont commis des délits. Eh ben, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a choisi? Elle va libérer les gens, elle. Parce qu'il paraît que c'est la prison qui génère des problèmes. Donc je suis content pour les victimes qui vont voir à leur coin de rue retrouver des gens qui les ont agressés quelque temps auparavant. Je veux dire que comme autorité de l'État, c'est fort. Bon. Et enfin, 3e chose qu'ils demandent les Français, de l'égalité. Pas de l'égalitarisme, de l'égalité. C'est-à-dire en réalité l'égalité des chances. Oui, moi je suis maire de Meaux, où nous avons beaucoup de quartiers difficiles, avec des gens qui ont plus de problèmes que les autres. Évidemment qu'il faut leur donner plus d'atouts que les autres, mais à une condition, c'est que ce ne soit pas de l'assistanat, ce soit un accompagnement, où chacun fait sa part du chemin. Les Français veulent une égalité des droits et des devoirs, pas plus de droits sans devoirs. Et puis ils veulent l'égalité des efforts. On leur demande des efforts à eux, mais il faut que l'État en fasse aussi.
voyez? Donc c'est tout ça qu'on doit être capable de mettre en place. Donc liberté économique, autorité de l'État, égalité des chances, des droits et des devoirs. Bah, déjà avec ça, vous avez un vrai programme. Hein. Merci. Et donc, après avoir eu votre avis en tant que président de parti, on aimerait maintenant avoir votre avis vis-à-vis de l'actualité politique. Moi, je vais poser une question un peu plus difficile. Quelles seraient les 2 mesures du gouvernement actuel que vous auriez pu mener? Il doit bien en avoir une ou deux quand même. Écoutez, j'ai été heureux quand j'ai entendu les promesses. C'est quand vous avez un président qui vous dit, moi je vous promets, hein, je m'engage, c'est un engagement perso, je mets toute ma crédibilité sur l'affaire, fin 2013, le chômage baisse. Mais les mesures en réalité, bah, vraiment. C'est là que ça n'a pas marché, quoi. Je pense qu'on vous apprend dans votre école, que vos professeurs d'économie, moi j'ai beaucoup enseigné l'économie, vous ont appris qu'il y avait 2 catégories de crise, la crise de l'offre et la crise de la demande. Nous sommes, et c'est un diagnostic complètement différent, que je fais par rapport à la gauche. Nous ne sommes pas du tout dans une crise de la demande, mais dans une crise de l'offre. Donc si on veut créer de l'emploi, il faut créer de l'activité. Donc il faut faciliter les conditions de compétitivité. Toutes les mesures qui ont été prises ont alourdi la compétitivité. Donc je ne vois pas comment je peux adhérer. Sur le plan de la sécurité, ils ont abrogé, ou promis d'abroger toutes les lois qui permettent de lutter contre l'insécurité. Bon. Alors qu'est-ce qui reste? Moi j'ai soutenu l'intervention au Mali, parce que je pense qu'il était absolument capital que la France soit présente pour enrayer l'offensive djihadiste dans le sud du Mali, je l'ai approuvé. Ça fait une mesure déjà. C'est pas une mesure, c'est une décision, mais bon, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait pareil pour la Centrafrique, je m'inquiète un peu qu'on soit seul d'ailleurs, on pourrait en parler, mais ce sont des mesures de politique étrangère. Pour le reste, non, je vois pas, vraiment, je vois pas. Comme aurait dit Blaise Pascal, je cherche en gémissant, je ne trouve pas. Et c'est pas par sectarisme, hein. Je voudrais que les choses soient claires entre nous. Hein. Si demain, on a un président de la République qui nous met vraiment en œuvre des mesures que je crois bonnes pour le pays, je le ferai. Tiens, je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de l'école, il y a tout à refaire. Il y a des mesures vraiment courageuses à prendre. La seule qu'ils ont prise, c'est celle qui sert à rien. L'aménagement des rythmes scolaires. C'est-à-dire que c'est sans contenu éducatif ni pédagogique, on demande aux maires d'organiser des garderies améliorées pour les gamins de maternelle et de primaire, et ils nous promettent que c'est sans augmenter les impôts. La vérité, on vient d'avoir l'annonce. Le maire de Lyon vient d'annoncer qu'il allait faire payer les parents. Le maire socialiste de Lyon va faire payer les parents pour les rythmes scolaires, ce qui est un scandale absolu. C'est-à-dire que non seulement on écrase les gens d'impôts, mais en plus, sur une réforme qui ne sert à rien pour les enfants, c'est les parents qui vont payer. Ben, c'est un scandale. Très bien. Nous vous offrons maintenant gracieusement 2 minutes pour répondre au désenchantement de la jeunesse vis-à-vis du monde politique. Monsieur Copé, faites-nous rêver. 2 minutes pour répondre au désenchantement de la jeunesse. Vis-à-vis du monde politique. Mais bougez-vous. Je n'ai pas besoin de 2 minutes. Bougez-vous, dites les choses. Simplement, ce que je demande, c'est qu'on les dise en travaillant les sujets. Il n'y a pas plus énervant que le jeunisme démagogique. Vous êtes jeune, vous piquez un coup de gueule, c'est beau, c'est touchant, c'est merveilleux. Non, j'ai horreur de ça, c'est de la démagogie. Ce que je voudrais, c'est que le fait justement d'avoir 18, 20, 22 ans, ce soit pour vous une obligation intellectuelle que d'argumenter, et pas d'argumenter par rapport à ce que vous avez entendu sur Canal, d'argumenter à travers vos lectures, à travers vos réflexions personnelles, à travers les discussions que vous pouvez avoir avec des adultes, avec vos parents, avec vos amis, d'essayer de construire une approche qui soit ouverte au monde. Ça fait une différence. Plutôt que de simplement dire les politiques sont nuls, c'est moi qui sais. Voir un peu comment on peut appréhender, quand on a 20 ans, les problématiques de ceux qui nous entourent, de ceux qui souffrent, mais aussi de ceux qui réussissent, d'ouvrir la France au monde. Et puis de manière générale, je vous le dis à vous, mais je sais que ce n'est pas vous qui êtes le plus concerné, il faut que les jeunes parlent l'anglais. Il faut que les jeunes accèdent à ce qui se passe dans le reste du monde, plutôt que d'avoir une approche franchouillarde, à l'image de leurs aînés, souvent post-68ards, et qui ne veulent pas voir ce qui se passe, quoi, et qui en sont à répéter parfois de manière mécanique des concepts qui étaient ceux de nos parents, je ne sais pas quoi, dans les années 60. Oui. On va passer maintenant à la situation internationale. Et François Fillon a estimé parfaitement naturel que la Suisse veuille diminuer le nombre d'étrangers sur son territoire. Cette mesure touche aussi les ressortissants européens. Ne pensez-vous pas que cela démontre une défiance ou un nouvel échec des coopérations européennes?
comme la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Bon, enfin, mais moi, de j'ai l'espace Schengen. un avis plus nuancé. Je pense que moi, je suis moi un ardent partisan que l'on réécrive complètement la politique d'immigration française. Bon, que je trouve totalement inadaptée. Moi, je pense que le meilleur modèle d'immigration qui existe, c'est le modèle anglo-saxon, et notamment américain et canadien. Je suis allé l'étudier de très près sur place. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie plutôt que l'immigration subie. C'est d'ailleurs un modèle qui était le nôtre au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on l'a oublié, mais vous aviez des vagues d'immigration super importantes qui venaient à l'époque de la lointaine Europe centrale, où des gens venus de tous ces pays de l'Europe de l'Est fuyaient tout ce qu'il y avait à fuir, le bolchevisme, le nazisme, l'antisémitisme, et venaient en France avec une idée qu'on appelait l'assimilation, c'est-à-dire être aussi français que les Français, parler français sans accent, adhérer aux valeurs de la République française, enfin, réussir en France, etc. Bon. Ce modèle a volé en éclats dans les années 60-70. Bon. Donc maintenant, on est rentré dans une immigration qui n'est plus adossée sur la réussite de celui qui immigre, mais de la recherche du pays le plus attractif socialement. Ça n'a plus aucun sens. Donc c'est vrai qu'il faut réécrire ce modèle. Bon. Mais la Suisse, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que les 2/3 de l'immigration en Suisse provient de l'Union européenne. Bon. Et donc, on peut absolument pas. C'est pour ça que je vous disais que je suis plus nuancé que François Fillon sur ce sujet. C'est que je pense que pour la France, il faut un autre modèle d'immigration, mais que pour la Suisse, qui n'a pas du tout les mêmes fondamentaux d'immigration, ça pose un problème. Parce que la Suisse a des relations contractuelles, conventionnelles avec l'Union européenne, et qu'on ne peut pas les balayer d'un revers de main sur la base d'un référendum, dont je respecte le résultat, mais qui pose un vrai problème de relation entre la Suisse et l'Union européenne. On va maintenant se tourner vers le public, si vous le voulez bien, pour quelques questions. Donc n'hésitez pas à faire signe, des micros vont circuler. Bonjour, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur les 35 heures. Je ne vous vois pas. Ah, je vous vois, oui. Vous parlez de supprimer les 35 heures. Oui. Cependant, vous avez longtemps été du côté de la majorité. Oui. Ça n'a jamais été fait à ce moment-là. Pourquoi, Exact. comment expliquez-vous cela? La main de mes aînés a tremblé. Parce qu'on a eu peur des grèves, on a eu peur des manifs. Je pense qu'il faut maintenant prendre nos responsabilités. Est-ce que ce ne serait pas un aveu, justement, que cette réforme n'est pas si mauvaise que ça? Et que proposez-vous pour... Non, pas du tout. Je pense que c'est une réforme catastrophique, mais qu'on a trouvé, je dirais, une formule pour éviter qu'il y ait trop de manifs, c'était de détaxer les heures supplémentaires, ce qui était plutôt une bonne idée, d'ailleurs. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Pourquoi c'est une mauvaise réforme? Je voudrais prendre un tout petit instant, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des idées reçues, que les 35 heures, finalement, c'est pas si mal. Alors, les 35 heures, d'abord, c'est une vision malthusienne des choses. En clair, on interdit aux gens de travailler plus sous prétexte qu'il faut partager le travail avec les autres. On répartit la pénurie. Toutes les études économiques et toutes les théories économiques ont montré en réalité que ce qui créait de l'activité, c'était plus d'activité, ce n'était pas moins d'activité. Deuxièmement, les 35 heures sont un désastre pour le pouvoir d'achat des Français. Car en réalité, le fait de bloquer le temps de travail a bloqué l'évolution des salaires. Et comme dans le même temps, les charges ont quand même augmenté, le coût du travail horaire a augmenté. Il est un des plus élevés d'Europe. Enfin, c'est un désastre, les 35 heures, pour les finances publiques. Il faut que vous sachiez que chaque 1er janvier, avant d'avoir commencé l'année, l'État, et c'est l'ancien ministre du Budget qui vous le dit, doit faire un chèque de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Pour payer la compensation des charges aux entreprises qui continuent de payer les gens 39 heures à travailler 35 heures. C'est absolument intenable. Et enfin, du point de vue de la logique économique, c'est imposer le même système à des gens qui travaillent dans le nucléaire, dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans le numérique. C'est-à-dire des secteurs complètement différents où l'organisation même du travail devrait relever de chaque entreprise ou de chaque branche. Donc c'est aberrant. On avait trouvé en 2007 une parade qui était la détaxation des heures supplémentaires. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Pour moi, la seule solution, c'est ce qui est appliqué dans tous les grands pays, et notamment l'Allemagne, c'est la négociation par entreprise, ou par branche, le cas échéant, du temps de travail et l'organisation du travail. Et charge à la discussion entre les salariés et leurs représentants et les employeurs d'un processus d'amélioration des salaires en fonction de l'activité, et dans le même temps d'une baisse de charges financée, bien sûr, par un transfert sur la TVA, etc., ce qu'on appelait la TVA sociale. Mais en aucun cas le maintien des 35 heures. Alors il y a une deuxième question dans ce que vous avez posé qui est très importante, parce que c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Quand on propose, quand moi je présente le projet,
de l'UMP, on me dit « Ouais, vous êtes bien gentil, vous ne l'avez pas fait avant. Donc quelle garantie on a que vous le ferez après ?» Ce qui est une question pertinente. Et pour y répondre, je me suis inspiré de ce qu'avait fait De Gaulle en 1958. Quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, la France était dans un état de chaos dont on n'a pas idée. C'était la 4e République, c'est-à-dire un régime dans lequel les gouvernements, en moyenne, tenaient genre 4 mois et tombaient, renversés par l'Assemblée. C'était l'instabilité la plus totale. Et dans le même temps, on avait 2 millions de jeunes Français sous les drapeaux avec la guerre d'Algérie, et des niveaux de déficit public absolument démentiels. Donc l'État ne fonctionnait plus. De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, et il demande ce qu'on appelle une loi d'habilitation du Parlement. Et donc, sous le contrôle du Parlement, pendant 6 mois, il a gouverné par ordonnance, qui est prévue par la Constitution de la Ve République. Article 38. Les ordonnances, c'est le gouvernement qui, sous le contrôle du Parlement, prend tout de suite un certain nombre de décisions. Eh bien, je pense qu'en 2017, il faudra, pendant les 6 premiers mois, prendre tout de suite, sans attendre, les 5 ou 6 grandes décisions pour déverrouiller ce pays, sur la base de ce qu'on aura décidé ensemble dans la campagne présidentielle et présenté aux Français. Donc une ordonnance pour supprimer les 35 heures, une ordonnance pour simplifier les codes qui bloquent tout, le code du travail, le code des impôts, le code de l'urbanisme, etc. Une ordonnance pour réformer les retraites. La retraite doit passer à 65 ans comme dans les autres pays. Il faut fusionner les régimes de retraite entre les fonctionnaires, les salariés du privé. Une ordonnance pour réécrire une nouvelle politique de l'immigration, j'en parlais tout à l'heure. Une ordonnance pour réformer l'école, et peut-être une ou deux autres. Et donc on fait ça pendant les 6 premiers mois, et après, on déverrouille notre pays, et puis on avance. Et ça, je peux vous dire que ça fera une sacrée grande différence dans le rapport des citoyens avec leurs décideurs politiques. Et c'est ça qui, à mon sens, fera la différence. Merci au public pour toutes ces questions. Cette conférence touche à sa fin. Merci à vous, Monsieur Copé. Merci à tous d'être venus. Merci à vous.